Bonjour, bienvenue dans notre webinaire consacré à notre étude ce que les journalistes pensent de leur relation avec les attachés de presse et les conseillers en relations publiques. Je serai aujourd'hui accompagnée, donc je suis Sophie Decodin, coprésidente du SINAP. Je serai accompagnée de Frédéric Puzet, vice-présidente du SINAP, et de notre partenaire Data Observer, Damien Rose, directeur associé, et Sébastien Barriot, consultant, qui vont Bonjour. co-présenter les résultats Bonjour. de cette troisième vague de notre étude. Alors, cette vague, cette année, a été menée entre le 29 janvier et le 9 mars. Nous avons eu 257 réponses et nous nous sommes appuyés sur le fichier presse matrice avec notre partenaire pour cette nouvelle étude, Augure. Première partie qui est consacrée au métier d'attaché de presse et sa participation à la construction de l'information. Je vais céder la parole à Frédéric et Damien. Merci. Merci, bonjour à tous. Alors, on a commencé par une petite question clin d'œil à nos amis journalistes. C'est connaissez-vous les chartes de déontologie des professionnels des relations médias? Comme vous le savez, ça nous tient beaucoup à cœur, du respect et de la connaissance de ces chartes de déontologie qui nous permettent de cadrer notre profession. Et hélas, nous savons qu'elles sont méconnues, ce qui est fort dommage, car nous souhaitons plus que jamais co-construire la relation entre les professionnels DRP et bien sûr les journalistes, considérant que nous sommes sur la même chaîne de production de l'information. Alors, sur la question suivante, parmi vos sources, donc question posée aux journalistes, parmi vos sources, quelle proportion représentent les informations adressées par les attachés de presse, conseillers en relations médias et services de communication intégrés? Donc, on voit que à 39%, donc sur cette étude-là en 2026, à 39%, les journalistes utilisent entre 40% et beaucoup plus de l'information qui vient par les attachés de presse, et on était à 67% sur la vague précédente il y a 2 ans, donc on voit quand même qu'il y a une baisse sur cette information qui vient de la part des attachés de presse. Donc on se demande, voilà, est-ce que finalement il n'y a pas, c'est un peu le signe, un déclin de l'infobésité et que ils utilisent d'autres sources en plus de ce qui est adressé par les attachés de presse. Sur la slide Sur cette, suivante, comment ouais. percevez-vous vos relations avec les professionnels DRP? Damien, les nouvelles sont bonnes. Bah, les nouvelles sont bonnes puisque on voit que, par exemple, sur la vague 2022, les relations étaient bonnes à 69%. Donc, dans bonne, on additionne bonne et même excellente. Et là, on voit qu'on est même à 69%. Donc, c'est quand même vraiment une très bonne chose. Et ça se maintient quand même très, très fort depuis déjà plusieurs années. Et il faut noter que seulement 2% des journalistes estiment que nos relations sont mauvaises avec eux. Et en fait, c'est en diminution de 2 points par rapport à 2022. Donc, Ouais, ouais. c'est bon. Ouais. On est vraiment sur des relations au beau fixe. Donc là, selon vous, quels sont, selon vous, les trois principaux points d'amélioration apportés à la relation avec les agences de presse et conseillers en relations médias? Euh, on est toujours dans ce qu'on voit vague après vague sur cette étude. Il y a trois gros axes d'amélioration. Le premier, et qui est toujours là, qui a toujours été le même, c'est vraiment avoir un meilleur ciblage du journaliste, du média et du sujet qui est envoyé, la pertinence, donc la pertinence de l'information, la précision des informations et également tout ce qui est échange et réactivité avec le journaliste. Donc ça, c'est vrai que ce sont trois points qu'on retrouve vague après vague, mais avec une forte prédominance sur ce meilleur ciblage sur le journaliste et son média.
Petit point quand même de commentaire, 32% sur humaniser la relation. Nous faisons un métier qui commence par le mot relation et c'est absolument essentiel pour nous et je trouve que là aussi c'est une nouvelle, même si ce n'est que 32%, ça veut dire que cette fameuse relation n'est pas morte, loin de là. Damien, Alors, lorsque vous ouais, recevez une information provenant d'un attaché de presse, quel degré vous lui accordez? Là aussi, c'est en effet, ça va dans le bon sens. Plutôt crédible 46%, moyennement crédible 35%. Donc, si vous additionnez ces deux chiffres, je ne sais pas si toi, tu considères en tant que sondeur qu'il faille les grouper. Euh, bah, écoute, moi je considère qu'on est quand même sur une crédibilité qui est plutôt bonne. Ça c'est sûr. Après, on note quand même juste un tout petit truc. Il y avait dans les éléments de réponse, il y avait une possibilité de répondre très crédible. On est à 0%. Donc ça montre quand même une certaine retenue des journalistes et qu'ils considèrent qu'il y a quand même toujours un minima, une vérification à faire et qu'on ne peut pas s'appuyer à 100% sur ce qui est envoyé. Au demeurant, ça fait partie intégrante du métier de journaliste, donc on ne va pas leur retirer cette possibilité, car ça voudrait dire qu'ils ne travaillent plus. Voilà, donc C'est absolument certain, bien sûr. voilà, donc ça ne pose pas de problème. Alors, sur la question suivante, Frédéric, donc comment évaluez-vous le rôle des attachés de presse et conseillers en relations médias dans la fourniture d'informations visant à lutter contre les fake news? Donc, on voit qu'on est sur la notion d'importance, donc 45% plutôt important et 26% modérément important. Donc, les journalistes trouvent que les attachés de presse jouent un rôle quand même majeur comme étant des personnes qui contribuent à la fiabilité de l'information. Je pense que Donc, ouais, oui, vas-y, je pense vas-y. que cette information est extrêmement intéressante car on ne part pas de zéro, bien au contraire, cela fait acte que nous sommes en effet dans la même chaîne et notre positionnement crédible, qui reste bien sûr à consolider pour que nous nous imposions plus largement pour lutter contre les fake news. Et je pense que dans les années et les mois à venir, il faut que nous nous attachions d'apporter des éléments de preuve supplémentaires pour gagner encore en plus dans cette crédibilité, car là aussi, je suis sûre qu'en co-construisant les choses avec les journalistes, nous pouvons lutter efficacement. Là aussi, je remets un petit point de déontologie. Nous portons une responsabilité importante sur ce que nous passons comme information, que nous devons nous-mêmes quand même à minima contrôler. Et il y a des éléments qui nous permettent très concrètement de lutter sur les fake news, même si nous devons nous améliorer. Merci. On va maintenant passer à la partie 2 sur l'information, à la typologie de l'information transmise et nous intéresser d'abord sur l'utilité en fait de l'information transmise par les attachés de presse. Donc, on voit que aujourd'hui l'information est plutôt jugée comme assez utile. On est à 80%. On est sensiblement, on est sur les mêmes tendances que les précédentes vagues. Pas de grands changements, mais du coup une stabilité de cette utilité. Ça reste à consolider. On pourrait être un peu plus élevé dans les pourcentages. On voit qu'on réussit quand même petit à petit à progresser, à s'affirmer comme contributeur reconnu dans cette fourniture d'informations de qualité. Et donc, c'est en lien avec ce que tu nous disais sur la déontologie. Donc,
voilà, nous, on insiste sur le respect de nos codes déontologiques qui sont quelque part les garants de la qualité et de l'utilité des informations transmises. Donc, sur les raisons qui motivent à ouvrir un mail arrivant d'un attaché de presse, c'était une question à choix multiple. Donc, c'est pour ça que le total des pourcentages affichés n'est pas à 100, puisqu'il pouvait choisir plusieurs possibilités. Euh, on se rend compte que c'est principalement donc le sujet traité qui motive l'envie de compulser, d'ouvrir un communiqué de presse ou de le délaisser. La réputation de l'envoyeur n'a qu'une influence relative, même si elle reste assez importante. Voilà, donc là, en fait, ce qui est intéressant dans ce slide, c'est qu'effectivement, l'angle où le sujet est vraiment fait ce qu'il fait, qu'on ouvre, on voit quand même qu'on a 23%, hein, donc c'est pas négligeable, le fait que le nom de l'agence ou de l'attaché de presse fait qu'on décide, qu'un journaliste décide d'ouvrir ou de s'intéresser au sujet. Donc on voit quand même qu'on a notre qu'on peut avoir quand on est en particulier très spécialisé, être une vraie référence de fiabilité ou d'intérêt du sujet qu'on va proposer. Bah, c'est la crédibilité de nos agences qui peut jouer en effet de façon importante. Bon, par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que le nom de la marque n'est pas si évident que ça. 36%, je trouve que c'est très faible. Ce qui laisse présupposer que même des produits, des marques qui démarrent ont toutes leurs chances d'émerger en faisant des relations presse. Dans les outils, plus spécifiquement, Pardon. oui, Sébastien? Non, non, vas-y, vas-y. Ah non, vas-y. Oui, oui. Alors, quels outils RP vous seraient utiles? Alors, vous sont utiles. On est sur des chiffres qui ressemblent étrangement à ceux de 2024, donc on est sur des chiffres plutôt stables depuis les précédentes moutures de l'étude. Euh, on a des outils très appréciés quand ils sont concis, les outils les plus classiques, je dirais, et facilement donc appropriables. À l'inverse, tout ce qui est un petit peu plus moderne ou qui demande un traitement plus fin, plus long, tel que l'audio, la vidéo, les livres blancs, les podcasts, ne sont pas actuellement encore retenir les faveurs des journalistes. Voilà, donc on voit même bien que encore, et même si on nous promet toujours la fin du communiqué de presse, le communiqué reste quand même l'outil le plus utilisé et le plus utile dans le travail du journaliste au quotidien. C'est assez Ouais. surprenant que, alors c'est aussi dû à l'échantillon, parce qu'on a un échantillon très très large. Ce qui est assez étonnant, c'est le faible score du témoignage client, du cas client, en particulier pour la presse professionnelle ou la presse spécialisée, qui a souvent besoin d'une mise en perspective ou de cas pratiques. Donc on voit que c'est assez faible, mais ça tient plus de l'échantillon de nos répondants, qui est effectivement tout type de presse et tout type de sujet. Donc je pense que si on menait cette étude plutôt sur de la presse professionnelle ou très spécialisée, ça pourrait remonter. Sophie, tu parlais du communiqué de presse tout en bas, là. C'est aussi celui qui est le plus très utile, puisqu'il est Hum, très utile à 54%. hum. Ouais, ouais. Alors, si on s'intéresse plus spécifiquement aux communiqués de presse, hein, combien de communiqués on reçoit, on voit que là, on est sur une tendance baissière, comme on dirait en bourse. Donc, on a un glissement. On reçoit toujours, donc les journalistes reçoivent toujours un nombre important de communiqués, mais on glisse plutôt vers un peu moins de communiqués reçus. Voilà, donc on a quand même encore 13% qui indiquent recevoir plus de 300 communiqués semaine, mais une fois de plus, on a un échantillon enfin, nos répondants sont issus de médias très divers. Donc effectivement, sur des gros médias ou des sujets assez larges couverts par des journalistes ou même par des pigistes, on peut effectivement être sur cette masse de communiqués. Pour autant, sur le reste, voilà, ça glisse vers un peu moins de communiqués de presse. Et sur les dossiers de presse,
c'est pareil en fait, hein. On a effectivement un peu moins de communiqués, de dossiers de presse reçus. On voit que le dossier de presse, on est peut-être enfin à la fin du dossier de presse systématique qu'on nous demandait, hein, souvent qui était imposé. On n'a pas besoin de dossier de presse sur chaque gros sujet qu'on traite. On peut avoir une information résumée et après effectivement compléter avec des interviews pour compléter ce qu'on a dans un communiqué de presse. Donc un peu moins de dossiers de presse que dans le passé. Quand même si près des trois quarts ont moins de 25, ça reste un outil encore un peu plébiscité et moins utilisé, mais peut-être mieux utilisé aujourd'hui. On a posé une question qui est une nouvelle question, hein, pour voir, pour prendre la tendance. Est-ce que les journalistes pensent que l'usage de l'IA contribue à augmenter ce nombre de communiqués ou dossiers de presse reçus? Et on voit qu'il n'y a pas de consensus, hein, c'est oui à 55%, non à 45%, mais il n'y a pas de oui franc ou de non franc. Donc c'est encore un sujet qui reste finalement l'IA très suggestif et sur lequel les journalistes ne font pas encore clairement de lien entre ça a augmenté, l'usage de l'IA augmente le nombre de communiqués ou de dossiers de presse parce que c'est facile de créer du contenu. On s'aperçoit qu'il n'y a pas pour l'instant de réponse franche ou de feedback franc là-dessus. Voilà, ce qui nous amène sur la troisième partie. Il y a pas, moi, je vois pas les questions. Il n'y a pas de questions dans le chat ou sur le module questions-réponses. Il n'y a pas de petite levée de main, en tout cas. Bon, Et sur le chat, rien n'apparaît. d'accord. Donc, bah, on continue. Donc, partie 3, événements et rencontres RP. Damien, Ouais, Frédéric. ça marche. Donc sur la slide suivante, voilà, les événements RP vous sont utiles. Vous sont-ils utiles? Donc c'est une évolution assez cohérente depuis l'étude de 2022. De manière générale, on voit que les journalistes ont plutôt une appétence et un intérêt marqué pour tout ce qui sont les rencontres individuelles et quand même plutôt en face à face. On voit, comme on a pu voir sur les slides précédentes, que le webinaire, donc tout en haut, à 72%, ne convainc pas toujours. Et ça a vraiment, c'est aussi bien dans les outils que dans les événements. C'est quelque chose qui a un peu de mal à passer au niveau des journalistes. Donc ça, c'est une information intéressante à donner à nos clients quand ils nous demandent d'inviter des journalistes à des webinaires. Voilà, on peut leur dire que malgré tous nos efforts, on a quand même effectivement ce chiffre qui permet de prouver qu'il y a un désintérêt des webinaires et des invitations quand l'événement n'est pas dédié à la presse. Oui, et quand on est plutôt vraiment sur un rendez-vous Mm. face à face ou one-to-one, qu'il soit par téléphone ou physique, mais c'est quand même plutôt ça qui intéresse. Ces chiffres, vraiment, je pense qu'il faut que vous les utilisiez un maximum quand vous montez vos recommandations pour vous appuyer sur des faits tangibles et de ne pas avoir à subir la tyrannie de certains clients. Alors, on a posé, Frédéric, là, cette question, nombre d'invitations chaque semaine à des événements ou interviews presse. On est sur des données stables par rapport aux précédentes vagues de cette étude. On note quand même une augmentation assez nette entre les 11 et 25 invitations chaque semaine pour les événements interviews presse. Mais sinon, on voit que sur les moins de 10, même si ça augmente quand même légèrement, pardon, si ça a baissé, pardon, depuis quelques années, mais ça reste quand même assez cohérent. Donc, c'est ça, c'est 65% des journalistes qui reçoivent moins de 10 propositions d'interviews par semaine, les données stables. Alors,
La préférence, bien sûr, va aux rencontres, hein, vous le voyez très clairement, et rencontres à 64% en présentiel, euh, contre 11% en distanciel et bon, 25% d'indifférents. Donc, je dirais qu'on est vraiment revenu à des situations avant Covid et où la relation tient toute sa place. Euh, voilà. Ça renforce en fait ce qu'on a vu sur les slides précédentes, où par rapport sur les événements qui leur semblent vraiment utiles, ce qui revient le plus, c'est la rencontre individuelle. Mm. Alors, apparemment, on a des questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un peut les poser? Oui, Parce que je peux pas, moi. Karine, peut-être tu peux nous aider en nous posant des questions? oui, vous m'entendez? Oui. Très Alors, bien. il y a une première question d'Audrey Bizet enfin, qui plutôt commente en disant que ce serait intéressant d'interroger les journalistes sur l'utilité de leur envoyer des échantillons produits. Donc, c'est plus une piste pour l'avenir. Ah bon, Chloé qui à demande, noter, oui. ouais, est-ce que c'est la première fois que la question sur l'IA générant du contenu est posée aux journalistes? Oui, c'est la première fois la partie IA n'existait pas sur la mouture 2024. Donc en effet, c'est la première fois. On n'a pas de visibilité sur l'évolution de cette donnée-là. Et on Ok, va y venir. On a une cinquième partie qui est complètement dédiée à des questions en lien avec les IA génératives. ok. Visiblement, il y a une incompréhension sur une slide. La slide sur les événements sont-ils utiles? Elodie nous dit qu'il y a des résultats qui sont mis en gras et d'autres non. Alors alors là, On je va ne être cette sais. slide-là. Alors, il y a pas, il y a des totaux, en fait, qui sont mis. Non, il n'y a pas de gras apparent. Non, je ne le vois pas moi non plus. Il y a Oui, juste je pense qu'on effectivement. parle des totaux et Ouais. le choix visuel a été fait que quand les totaux sont positifs, ils sont en vert et quand les totaux sont négatifs, ils sont plutôt en violet, fuchsia, je ne sais pas trop. Oui, voilà, ce qu'on appelle négatif, c'est quand on est dans peu utile ou inutile. Et quand on est en positif, c'est ce qu'on appelle très utile ou assez utile. Donc la partie, quand on est plutôt, le curseur est plutôt sur la gauche, c'est qu'on est sur la partie utile et très utile, ou très utile et assez utile. Quand on est plutôt sur la partie droite, comme on voit sur le webinaire, on est plutôt sur peu utile et inutile. Ok. Une question sur les workshops presse, j'imagine. Pardon, vous n'avez pas été dans le détail sur les visites ou rencontres presse. Vanessa demande si les journalistes ont été interrogés sur les workshops presse. Alors, bah, écoutez, très bien. Ça nous mène à cette question. Donc, on a des séquences. Je pense, on a une partie des réponses là avec ce slide. Oui, alors en fait, ouais, sur cette partie-là, la fréquence de participation des événements, euh, on était sur 4 types différents d'événements: conférences de presse en présentiel, conférences de presse en visio, interview téléphonique visio, interview face à face. Il n'y a pas vraiment cette notion aussi pointue de workshop presse. Ça peut être quelque chose qui peut être ajouté sur une prochaine édition. Mais vous voyez, on n'est pas sur ce détail de finesse. Donc la question était: quelle est votre fréquence de participation à ces événements-là? On est sur des chiffres assez stables par rapport à 2022. On note toutefois une constante baisse des événements en ligne au profit des événements en face à face. Donc ça corrobore les différents points qu'on a vus au-dessus. On est quand même on est vraiment sur du post-Covid et que on revient sur de l'humain et du face-à-face. Et majoritairement, les journalistes sont très clairement sur des participations à ce type d'événements de 1 à 5 par semaine, ce qui est quand même déjà pas mal. On va passer maintenant à la partie 4 sur la gestion de la relation, les canaux de communication et les outils. Alors, la première question, vos relations professionnelles avec les attachés de presse et les conseillers en relations médias sont...
Alors fréquente, ce qui impliquait quotidienne à plusieurs fois par semaine, assez fréquente une fois par semaine ou moins, et peu fréquente, moins de ça. Donc on a une perte de 10 points pour les relations fréquentes qui passe donc qui passe à 83%. C'est la proportion la plus basse depuis 2022 sur les études que nous avons faites. Euh, il y a beaucoup de relations encore avec les attachés de presse, des journalistes très, voire peut-être trop sollicités, ce qui les entraîne, on le voit au long de cette étude, à faire des choix et des choix plutôt stratégiques par rapport à leurs besoins. Par quels moyens souhaitez-vous être contacté? On est sur des résultats toujours cohérents et très similaires depuis 2022. On a une domination très nette de l'email. C'est un outil qui traduit moins d'urgence, qui est moins intrusif, en tout cas vécu comme ça. Et c'est aussi un outil qui a la possibilité d'être archivé. On a analysé des nouveaux moyens comme les messageries, les SMS, qui, euh, qui montrent un intérêt relatif pour l'instant. Là, on est vraiment sur une notion de contact, hein, c'est-à-dire quand on contacte le journaliste, quand il donne ses préférences, quelles sont les préférences? On a ajouté SMS et messagerie qu'on n'avait pas analysées, qui sont des nouvelles questions, des nouveaux choix possibles qui n'étaient pas analysés dans la précédente vague. Donc, on verra sur la suivante comment ça aura évolué. Et la slide Alors, suivante, pardon. je vais intervenir. Je vois qu'il y a une question, parce que moi, j'ai trouvé l'accès aux questions. Observez-vous des attentes différentes selon les types de médias, qu'ils soient généralistes ou professionnels? On n'a pas aujourd'hui détaillé les réponses en fonction de l'appartenance des journalistes aux différentes catégories de médias. C'est C'est quelque aussi chose. parce qu'on n'a pas vraiment de relief. C'est pas vraiment significatif par rapport aux attentes et aux besoins. Voilà. Mais donc c'est pour ça qu'en fait, on est resté sur l'exploitation globale de tous les répondants. Donc, là, on était donc sur le moyen par lequel les journalistes souhaitaient être contactés. Et la slide suivante, on va être sur quels canaux, en fait, ils utilisent ou ils souhaitent utiliser pour communiquer. Donc, pour échanger une fois que le contact a été fait. Et donc Bah, là, ce oui, slide, il oui. mélange à la fois des réseaux sociaux et des messageries. Donc on voit que LinkedIn est stable par rapport à... Alors il y avait eu un petit pic sur l'édition précédente, mais reste stable comme canal d'échange. On voit par contre que Meta déclin de Facebook et puis Instagram revient pareil. Il y avait eu un pic sur la précédente vague, mais là on redescend à 24%. Et puis surtout, on constate l'effondrement de X comme canal de communication utilisé par les journalistes, donc 9%. Et on voit Blue Sky, qu'on a voulu analyser, qui n'a pas pris le relais, qui nous promettait, tout le monde, beaucoup de journalistes avaient indiqué, même attachés de presse avaient indiqué qu'ils quittaient X pour Blue Sky, et la vague n'est pas intervenue. Par contre, ce qui ressort, c'est que WhatsApp aujourd'hui, c'est vraiment la messagerie qui ressort, qui est largement, donc on est passé de 2 à 42% à 48%. Donc très clairement, le WhatsApp tient. C'est pas le premier, quand on voit, si on remet la slide précédente, on voit que messagerie, c'était pas forcément ce qui était le plus utilisé pour le premier point de contact, mais par la suite, pour échanger et pour travailler, WhatsApp s'impose. Alors, pour lancer des appels à information, vous sollicitez ou utilisez. Alors, principalement les contacts personnels. Les contacts personnels donc restent une règle, mais les attachés de presse prennent quand même 10 points en 4 ans, ce qui est une excellente nouvelle pour eux. Et donc, pareil, nouveau critère, donc les recherches, donc l'appel à information par des IA génératives, donc on est à 12%.
Donc c'est pareil, on suivra par la suite. Et vous voyez, en fait, quand on regarde WhatsApp, Telegram, les messageries, c'est pas forcément sur messagerie que sont les appels à information. Donc on est vraiment plutôt là aujourd'hui. Nous, on a un vrai rôle à jouer et on est clairement identifié comme voilà, quand ils recherchent proactivement, ils savent les journalistes savent où nous contacter. Oui, et on voit quand même, même si en effet, il y a des chiffres, il y a des différences de chiffres par rapport aux différentes réponses, mais on voit quand même que les journalistes ont un panel de choix et de canaux de recherche d'information assez important et qu'ils l'utilisent quand même. Il n'y a pas, même si on a 88, 118, 53, 42%, ils utilisent quand même vraiment différents canaux. Estimez-vous intéressant de disposer d'une base de données des responsables des agences bureaux de presse afin notamment de pouvoir lancer des requêtes à des agences spécialisées ou sectorielles? Donc, on a un intérêt très important puisque intéressant à 80%. On est en augmentation de 4 points par rapport à la dernière étude. Donc, effectivement, on sent une véritable appétence pour cette question. Ouais, c'est une piste d'évolution pour la base pour l'outil matrice. Donc on- on en tiendra compte dans nos prochaines réunions de pilotage sur matrice. C'est un feedback très, très, très intéressant. Toutefois, j'attire votre attention sur la nécessité, quel que soit le fournisseur, de bien s'assurer qu'il soit RGPD. D'ailleurs, si on vous donne la possibilité d'accéder à une plateforme vous permettant de gérer et de mettre à jour vos données, coordonnées, thématiques, etc., et conforme au RGPD, seriez-vous très intéressé? Intéressé, peu intéressé, pas intéressé du tout. Il y a un intérêt à 75%, soit 3 personnes sur 4, ce qui est très, très important. Encore une fois, une initiative qui suscite un lourd intérêt de la part des journalistes. On a une progression quand même de 13 points par rapport à la dernière fois. Est-ce qu'on a des questions pour clôturer cette partie? Non, j'en vois pas. Très bien. Alors, nous allons passer à cette cinquième partie qui est complètement nouvelle, qui est une série de questions relatives à l'utilisation de l'IA générative dans Voilà, donc notre en fait, relation. ouais. Donc par rapport aux deux précédentes vagues, on a rajouté en effet toute une partie avec des questions liées à l'utilisation de l'IA et l'IA générative entre les appels et les journalistes. Alors, sur la première question, donc selon vous, l'utilisation de l'IA générative par les attachés de presse ou conseillers en relations médias est-elle aujourd'hui acceptable dans un cadre professionnel? Et donc, on voit qu'on est sur plutôt acceptable, on va dire à 54%. Donc là, on a cumulé totalement acceptable à 11 points et plutôt acceptable à 43 points. Donc, une utilisation de l'IA générative qu'il trouve donc, c'est une sorte, on va dire, c'est moite-moite. C'est la moitié, on est à peu près d'accord, l'autre moitié, ben, on n'est pas complètement d'accord. Donc, on voit que ça fait débat quand même. Que ça met en évidence que c'est pas complètement tranché chez les journalistes. Par contre, c'est quand même un signal qu'il faut voir que les choses peuvent et vont sans doute évoluer dans la profession des AP et que il faut que ce débat, il faut vraiment le suivre et que il faut rester sur le sujet pour ne pas enfin pour s'adapter aux journalistes. Donc vraiment là, on est sur les journalistes, pour la moitié d'entre eux, trouvent que c'est acceptable et l'autre non. Donc, oui, je pense qu'en effet, ça va faire bouger les choses dans les années qui viennent. Voilà, et c'est complètement en lien avec la charte de bonne pratique en fait, qu'on a publiée récemment, donc charte de bonne pratique de l'usage de l'IA générative dans les RP. Donc l'IA doit rester, il est important de faire savoir, et donc on œuvre beaucoup à faire connaître cette charte, que pour nous, l'IA et les IA génératives doit rester un assistant, ça doit nous assister dans notre métier, mais que le contrôle humain reste la règle. Rien ne sort, rien n'est envoyé sans tout contrôle, vérification humaine. Euh, et voilà, donc ça, pour le journaliste, ça doit être important et en tout cas, on va continuer
de le faire savoir, c'est rien ne sort sans contrôle humain et sans validation humaine pour éviter tous les biais et toutes les erreurs possibles. Donc, Ça, on c'est leur a certain. posé une autre question. Vas-y, Damien. Ouais, c'était sur l'indication du degré de recours à l'IA générative dans la rédaction des documents. Est-ce que c'est un critère important pour vous? Là encore, on voit que il y a quand même 81% des journalistes qui estiment oui que c'est important, même si certains indiquent que c'est secondaire, mais euh, c'est quand même important pour eux de savoir à quel moment l'IA générative est utilisée et ce qui appartient également à l'humain. Donc là, en effet, comme tu le disais, Sophie, cette notion de l'humain d'abord et en tout cas l'humain surtout, c'est important pour les journalistes. Ils ont vraiment besoin de savoir à quel moment et à quel niveau l'IA générative est intervenue. Une prochaine question, c'est de comment ils évaluent la qualité rédactionnelle des documents transmis depuis l'essor des IA génératives. Ben, donc là, on voit que les journalistes estiment que à 63%, c'est stable. Donc, l'IA générative n'a pas impacté la qualité rédactionnelle. On voit quand même que 32% des journalistes estiment que depuis l'utilisation de l'IA générative, les journalistes estiment qu'on est plutôt en dégradation. Donc voilà, on revient sur ce qu'on dit depuis plusieurs minutes. L'IA générative n'est pas une fin en soi, il faut vraiment faire attention et être très prudent dans l'utilisation qu'on en fait. Mais en effet, on revient aussi à ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est attention, il faut bien regarder la charte des bonnes pratiques que le SINAP a développée là-dessus. Alors sur la question suivante, c'est comment percevez-vous le niveau de personnalisation des échanges avec les achatés de presse ou conseillers en relations médias utilisant des outils d'IA générative. Bon, grosso modo, les journalistes trouvent que l'IA générative n'apporte pas grand-chose sur la personnalisation des échanges. Ça, on est à 63% sur le fait que ça n'apporte pas grand-chose. Donc une fois de plus, ça a été une première fois hein, qu'on leur posait ces questions. On voit que ce sont des questions où il n'y a pas de, voilà, où il y a effectivement des réponses qui sont pas marquées. Peut-être aussi que c'était des questions sur lesquelles il n'y a pas forcément aujourd'hui de réflexion. Donc voilà, c'est une première une fois de plus, hein, c'est une première fois qu'on posait ces questions. On verra comment elles évoluent sur la prochaine vague. Je crois qu'on peut Alors, noter que globalement sur l'IA, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui nous semblent encore très floues, d'où ces chiffres, en effet, qui sont absolument pas tranchés et qui laissent pas émerger des tendances lourdes. On voit en effet l'importance de cette introduction de l'IA dans nos professions réciproques. Ça fait bouger les lignes. Mais on n'en est pas encore à pouvoir avoir des conclusions fermes et définitives, loin de là. oui, et de la même façon, quand on leur pose la question, est-ce qu'ils sont capables de repérer quand un contenu reçu a été, un communiqué ou un dossier ont été reçus avec de l'IA générative, on voit qu'il n'y en a qu'un quart qui sont vraiment, qui ont affirmé pouvoir le repérer. Et au final, voilà, on est sur cette grosse masse de parfois.
On leur a posé la question, la Femina m'aura posé la question s'ils utilisaient des outils pour le repérer, et il n'y a rien qui en ressortait. On était vraiment sur quasi 90%. Aucun journaliste n'avait ce réflexe d'aller vérifier si le contenu reçu était généré. Je pense qu'il y a un manque de temps, hein. Si en plus maintenant ils doivent tout vérifier, donc je pense qu'ils ne passent pas par un outil pour ça, ils le font en direct, de lire et de voir quelle est l'information et si l'information est pertinente. Donc on voit une fois de plus, hein, rien de marqué dans les réponses. Non, non, c'est clair. C'est clair. Donc là, on leur a demandé également, est-ce que le recours à l'IA générative dans la rédaction des documents, est-ce que ça impactait le niveau de crédibilité qu'ils vont accorder au contenu? Alors, là, on voit en effet qu'à 72%, les journalistes disent que l'utilisation et le recours à l'IA générative dans la rédaction des documents vont impacter la crédibilité qu'ils y apportent. C'est vrai que ça ne dit pas si c'est un niveau de crédibilité en positif ou en négatif, mais ça veut dire quand même qu'ils vont y apporter une attention plus particulière. Donc, on ne sait pas si c'est méfiance ou défiance, c'est ni positif ni négatif, mais ça veut dire quand même que quand les AP, les attachés de presse vont spécifier qu'ils ont utilisé l'IA générative, potentiellement, ça peut générer une attention plus particulière du journaliste par rapport à la crédibilité des contenus. Et la question suivante, elle est intéressante. On leur a demandé si l'usage de l'IA générative avait augmenté, en fait, modifié la charge de vérification des informations reçues. On voit qu'à 61%, c'est non, mais on voit quand même 63%, c'est plutôt non. Mais on est quand même sur un tiers qui aujourd'hui ont plus de boulot, déclarent avoir plus de boulot depuis que les IA génératives sont utilisées sur la vérification de l'information. Ouais. Donc on voit que Et quand on pose des questions plus larges, ça a du mal à répondre. Quand on est sur des exemples un peu plus précis sur comment ça les impacte eux dans leur boulot, on voit qu'effectivement, il y a des réponses un peu plus marquées. Voilà, ouais. et dernière question, et on arrivera à la fin de notre étude. Quel usage en fait ils font de l'IA dans les outils liés aux attachés de presse? Donc on voit qu'ils utilisent principalement l'IA pour soit retranscrire des interviews, donc ça c'est un outil, 40%, c'est quand même important, soit pour faire de la synthèse des documents qu'ils reçoivent, synthèse de nos communiqués, synthèse de nos dossiers de presse, et un peu de tri automatisé, donc quand ils ont des outils, donc c'est finalement assez peu. 13% ont des outils pour faire du tri grâce à l'IA d'informations reçues, et puis de l'identification d'angle à 15%. Ce sont des tâches Voilà, et donc, simples, mais plutôt chronophages, quoi. Quand on sait le temps que met une retranscription d'interview, par exemple, c'est plutôt utile. oui, absolument. Puis on a spécifié sur les 25% autres, en fait, dans ces 25%, il y en a 87%, c'est les personnes qui n'utilisent pas l'IA. Donc vous pourrez retrouver donc les informations relatives à l'étude sur notre site, hein, à la fois une synthèse, accès au replay du webinaire. Merci beaucoup. Très Merci à contente vous. Merci à vous. et à bientôt.